Bonjour à tous. Dans ce nouveau tuto Swing, nous allons parler de deux sujets. Nous allons parler du composant JTree et nous allons parler de l'accès à la base de données via l'API JDBC. Effectivement, imaginez, vous êtes en train de vouloir coder une application qui permet de naviguer dans une base de données relationnelle, un MySQL, un Oracle, un MariaDB par exemple. On peut envisager que vous ayez mis en œuvre ce type de fenêtre. On saisit les informations de connexion à la base, on clique sur Connect et du coup, on a ici le contenu de notre base de données. En tout cas, notamment en termes de table. On pourrait même envisager que par la suite, on affiche, pourquoi pas dans d'autres types de composants, le contenu de ces tables. Dans ce tuto, nous allons nous focaliser sur le composant qui est ici, à savoir le JTree qui affiche l'ensemble des tables disponibles au niveau de la base de données. Alors, tous les programmes que je vais vous montrer sont disponibles directement sur notre site. Si vous allez sur cours.fr, si vous allez ensuite sur la section Java, puis dans la sous-section Swing, vous y retrouverez ici toutes les informations relatives à la mise en œuvre de ce composant. Alors pour ma part, je vais plutôt utiliser Eclipse, et donc ce composant a été placé dans le projet Core Components. Alors dans ce projet, j'y remets tous les composants que j'ai développés et que je réutilise parfois d'une application à une autre. Ce sont des composants réutilisables. On est d'accord, dans la librairie Swing, les composants graphiques sont préfixés de J. JButton, JTextRea et ainsi de suite. J'ai trouvé rigolo de faire à peu près la même chose, sauf que moi j'ai mis K comme cours, bien entendu. Et donc ici, on y retrouve une classe, c'est le KDatabaseTree. Alors, contrairement à ce que le nom pourrait laisser indiquer, cette classe-là ne dérive pas de JTree. En vérité, cette classe, elle dérive de JScrollPane. Maintenant, dans ce scrollPane, j'y mets un tree. Pourquoi j'ai choisi de travailler comme ça? C'est tout simplement parce qu'au moins j'embarque tout ce qu'il faut pour proposer des ascenseurs, des barres de scrolling, si jamais c'est nécessaire. Regardez, je me reconnecte à la base de données, je réduis la taille de la fenêtre. Le simple fait de poser ce composant dans mon interface graphique fait qu'il a le support des barres de scrolling si nécessaire. Donc très bien, j'ai préféré être donc en premier lieu un JScrollPane. Maintenant, on est d'accord, dans ce constructeur, bien entendu, j'ajoute un JTree à l'intérieur de mon scrollPane. Je fixe une taille préférée. La taille en termes de hauteur peut ne pas avoir d'incidence. En tout cas, dans mon exemple à moi, ça n'en a absolument pas. La seule chose qui prévaut dans mon exemple, c'est la largeur. Pourquoi? Parce que si vous regardez bien cette fenêtre, le composant a été mis à l'intérieur d'un JSplitPane, et donc c'est le JSplitPane qui lui-même est dans une zone centrale au niveau d'un border layout. Du coup, la hauteur est prise en charge par la fenêtre, donc c'est pas moi qui la contrôle. Par contre, le 200 en largeur a permis de fixer la barre du SplitPane directement à ce niveau-là, parce qu'il voulait ici avoir une taille préférée de 200 pixels. Pourquoi pas? Si vous trouvez que c'est un petit peu trop grand ou un petit peu trop petit, vous ajusterez à votre convenance. Ici, on a un gestionnaire d'événements qui permet de traper les actions de la souris, et je regarde notamment à ce que le nombre de clics ce soit 2. Je veux réagir à des doubles clics. On reviendra sur cette partie-là un petit peu plus tard. Pour le moment, je vais passer. Bien entendu, comme ce composant doit afficher le contenu d'une base de données, il faut donc lui permettre de recevoir une connexion à une base de données. Alors, je ne vais pas revenir sur toute l'API JDBC. Je pars du principe que vous maîtrisez ces sujets. Si ce n'est pas le cas, je vous renvoie vers notre tuto et vous y retrouverez toutes les informations relatives à JDBC. Vous avez tout ça au niveau de notre site. Il suffirait de remonter d'un cran à ce niveau-là. Je vais faire comme ça. Et donc, ici, vous avez tout ce qu'il faut sur l'accès à la base de données. Ok, moi je reviens sur tout ce qui est composant graphique. Et donc, ici, j'ai une méthode setConnection sur mon composant KDatabaseTree. Il prend quoi en paramètre? Il prend une connexion à la base de données. Si jamais je n'ai pas fourni de connexion, ce que je fais, c'est que sur le tree, je fais un setModel à nul. Alors, à quoi ça correspond cette histoire-là? On va voir, mais l'architecture d'un JTree est un petit peu sophistiquée. En vérité, il implémente un design pattern MVC, modèle vue contrôleur. En gros, il faut distinguer ce qui reçoit les interactions, c'est le composant JTree à proprement parler. Le JTree, c'est le contrôleur.
Mais ce J-tree, il a un modèle de données. Ce modèle de données est non visuel, c'est juste des informations à pixeliser, si vous voulez. Et après, il y a la notion de renderer, ça c'est plutôt la vue, qui va afficher mon tree, mon arborescence. Bon, ici, ce que je dis, c'est que je fixe le modèle à nul. En gros, je retire tous les nœuds de mon arborescence. Bon, imaginez, je prends un exemple concret, là, je reprends ce programme qu'on détaillera plus tard. Par la suite, je ferai un tuto dédié à ce projet-là. Mais là, vous avez l'explorateur de projet intégral. Et donc, regardez, j'établis une connexion. Si à un moment donné, je clique sur Disconnect, ici, en gros, ça va pousser un set connection à nul sur mon tree. Regardez. Et donc, on a perdu l'intégralité des nœuds. Si je veux retrouver mes nœuds, il faut que je me reconnecte à une base de données et donc que je reconstruise un modèle. Si jamais on n'était pas nul, d'accord, notez bien qu'ici il y a un return, donc si on était à nul, on est sorti. Donc ici, on n'est pas nul. Donc si on n'est pas nul, on va créer ce qu'on appelle des nœuds. Dans le modèle de données que va réutiliser le J-tree, on va devoir créer des instances de nœuds. Alors cette classe, KDatabase TreeNode, elle est définie ici. Regardez, mon TreeNode, il dérive de Default Mutable TreeNode. Donc on a une classe de base sur laquelle on va s'appuyer. Cette classe de base, elle me permet notamment de stocker un objet. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le setUserObject ici, ce qu'il accepte, c'est un objet Java quelconque. D'accord, c'est les données que vous voulez stocker pour votre nœud. Des fois, on a des arborescences un petit peu complexes dans lesquelles on n'a pas juste une seule et unique information. Vous pouvez créer une classe à votre guise qui va pouvoir stocker l'ensemble des informations que le nœud va devoir porter. Pour ma part, j'ai deux informations à gérer, un texte, et puis j'ai ici une URL mais qui correspond à une image. C'est-à-dire toujours pareil, si je reprends l'application que j'avais lancée il y a quelques minutes, je vais peut-être la laisser ouverte, ça sera plus facile, mais regardez, ce nœud-là est associé à une icône particulière. C'est une icône qui dit qu'on a affaire à une base de données. Dans une base de données, je peux avoir des tables. Attention, il n'y a pas que des tables dans une base de données, on peut avoir aussi des vues. On peut aussi avoir des procédures stockées, par exemple. Je vous invite, en guise d'entraînement, à enrichir la classe qui est là et à rajouter, pourquoi pas, des nœuds supplémentaires pour les vues et pour les procédures stockées. C'est pas très compliqué à gérer. Bon, pour ma part, j'ai traité que le cas des tables, d'accord. Donc ici, j'ai une icône spécifique par rapport aux tables. Comme j'ai certainement plusieurs tables dans ma base de données, vous voyez, j'ai fait une icône particulière, mais qui indique bien qu'il semblerait qu'on ait plusieurs tables. Et puis après, j'ai une icône par table. Donc du coup, chacun de mes nœuds va être constitué d'un objet de données de ce type-là qui contiendra le texte et une URL sur les images. Alors notez que pour pouvoir avoir mon URL, j'ai utilisé une syntaxe un petit peu particulière. Ici, j'ai fait un getClass. GetClass, là, c'est this. Et this, c'est quoi? C'est cette classe-là. Ce qu'il faut comprendre, c'est que cette classe-là, elle va faire partie d'un jar. Dans quelques minutes, je reviendrai sur cette partie-là, mais à un moment donné, on va produire un jar qui va contenir tous les composants. Puis après, on les utilisera dans une application. Ce jar, j'ai fait en sorte qu'il contienne, regardez, je vais double-cliquer dessus, il contient bien entendu mes codes, c'est normal. Donc on a tous les points classes des composants sur lesquels nous sommes en train de travailler. Mais outre les classes, il contient aussi un dossier images, dans lequel on retrouve un certain nombre d'images. Et on retrouve notamment notre icône pour la database, notre icône pour dire que c'est le groupe de tables, et l'icône spécifique pour les nœuds qui correspondent aux tables à proprement parler. Si vous voulez, ce que je voulais, c'est que ces images elles soient directement prises en charge par le jar. Je voulais que ce soit dans le livrable. Comme ça, c'est simple. Le fait de déposer cette librairie dans un projet fait qu'on a aussi toutes ces dépendances, notamment en termes d'images. Donc pour ce faire, j'ai récupéré ici mon getClass qui me renvoie des métadatas sur cette classe-là. Et en gros, au niveau de cette getClass, on a une méthode spécifique que je n'ai pas utilisée ici, mais qui s'appelle getClassLoader. D'accord. Le class loader, c'est ce qui a permis de charger la classe. Et c'est lui qui contient la destination, la source, excusez-moi, de la classe, à savoir le jar. Et grâce à ce class loader, par la suite, il est capable de retrouver des informations stockées à l'intérieur de ce jar. C'est ce que fait getResource. Le getResource, ici, il utilise le class loader et va chercher
ce chemin à l'intérieur du jar. Alors, vous auriez pu croire que là, on était sur le file system, mais non, parce que ça, au pire, c'était un chemin absolu. Je vais bien entendu pas mettre mes images à la racine de mon système d'exploitation. Donc, en vérité, la racine ici, c'est la racine du jar. Et donc, j'ai créé un user object qui contient un texte et un objet de type URL. C'est ce que renvoie le get ressource à ce niveau-là. Alors, regardez, j'appuie sur CTRL, comme ça je peux utiliser la navigation hypertexte. Si je clique sur User Object, on s'aperçoit qu'en vérité, on est toujours dans le même fichier. La classe, elle est simplement un petit peu plus bas, sous forme de classe définie à l'intérieur de notre cas database tree-node. D'accord, ici, on a une public static class User Object. Le statique ici, c'est pour garantir que ce ne soit pas une inner class avec le double this. Je vous renvoie vers les tutos précédents par rapport à ce sujet-là. Mais donc ici, j'ai bien une classe qui est portée par ma classe de nœud. Elle s'appelle UserObject. Elle contient deux attributs, mon texte et mon URL. J'ai un constructeur, c'est le constructeur qu'on a invoqué il y a quelques minutes. Et puis, je peux récupérer le texte et mon icône. Donc ici, on a bien stocké un objet de modèle à l'intérieur du nœud considéré, à l'intérieur du tree-node. Maintenant, ce tree-node, c'est un conteneur, si vous voulez. Il contient des sous-nœuds. C'est normal. Une arborescence, c'est une structure récursive. Un nœud contient des sous-nœuds. Donc ici, j'ajoute un sous-nœud. Alors ce sous-nœud-là, c'est pas compliqué. C'est la classe qui est ici. C'est ce qui correspond à l'ensemble, au groupe des tables. D'accord, c'est aussi un default mutable tree-node. Et je refais grosso modo à peu près la même chose que ce qu'on a fait sur le nœud correspondant à la base de données. Sauf que, à ce niveau-là, je récupère ma connexion. Vous voyez, la connexion, je l'ai fait passer jusqu'à cette instance, jusqu'à cette classe. Et donc, une fois que je suis en train de construire mon nœud correspondant au groupe de tables, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer les metadata de la base de données. Ça me renvoie quelque chose de type database metadata. Grâce à ce database metadata, j'ai des méthodes ici qui me permettent de récupérer différentes natures de choses. Comme je vous disais tout à l'heure, je vous conseille, pourquoi pas ici, de rajouter un bloc pour les vues, et un autre bloc pour les procédures stockées. J'ai mis un commentaire ici qui rappelle cette possibilité. Grâce à différentes méthodes à ce niveau-là, vous pouvez récupérer certains éléments de la base de données. Moi, j'ai décidé de n'afficher que les tables, donc je fais simplement un getTables. Alors, ce getTables accepte un certain nombre de paramètres. Moi, ce que je fais, c'est que de toute façon, j'attaque la base de données dans laquelle je suis. Je ne fournis pas ni de schéma ni catalogue. Ce que je fournis, par contre, c'est un pattern pour pouvoir dire quel est le type de nom de table que je veux sélectionner. D'accord, %, ici, c'est pour dire tout. Donc, je veux toutes les tables. Donc, il va me lister l'intégralité des tables définies dans ma base de données. En faisant ce getTables, je récupère ce qu'on appelle un result. N'oubliez pas, je vous renvoie vers le tuto sur JDBC pour de plus amples informations à ce sujet-là. Mais un result se doit d'être fermé. Et je vous rappelle que depuis Java 7, on a ce qu'on appelle le try with resources. C'est le try qui est utilisé ici. Il a une ressource qui est à ce niveau-là. C'est mon result. Le result sera automatiquement fermé. Il y aura un appel à close implicitement à la fin du bloc correspondant au try. Donc je libère bien mon result, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. On a simplement utilisé une syntaxe un petit peu moderne qui est définie depuis Java 7. Une fois que j'ai récupéré mon jeu de données correspondant à l'ensemble de mes tables, après, tant que j'ai encore une table à gérer, qu'est-ce que je fais? Dans le nœud courant, c'est le nœud qui correspond aux tables. J'ajoute des sous-nœuds. D'accord, ce sera bien entendu des sous-nœuds, ce seront des sous-nœuds spécifiques à la notion de table. D'accord, je récupère ici le nom de la table. D'accord, dans mon result, la troisième colonne correspond au nom de la table. Et donc, je crée un nœud, c'est cette classe-là, associé à ma table. Je fais exactement la même chose, je récupère une icône spécifique à la notion de table, je récupère son nom, bien entendu, sous forme de paramètres, et donc je stocke un user object qui agrège ces deux informations, le nom de la table et l'icône. Alors notez que là, sur cette classe, j'ai redéfini une méthode supplémentaire, isLeaf. En gros, c'est est-ce que c'est une feuille, oui ou non. Ce qu'on entend par feuille, ça veut dire qu'il n'a pas de sous-nœud. D'accord, j'ai décidé de dire que ma table ici, je ne pouvais pas l'ouvrir, il n'y a pas de sous-nœud à l'intérieur.
Alors dans certains outils, c'est le cas. Dans certains outils, on peut encore descendre d'un cran et on retrouve par exemple notamment la liste de toutes les colonnes qui définissent cette classe, cette table. Personnellement, je ne l'ai pas fait, mais encore une fois, pourquoi pas, je vous invite à enrichir le modèle et à faire en sorte de pouvoir lister l'intégralité des colonnes présentes au niveau de la table. Donc là, ce qu'on vient de voir, c'est toute la structure de données qui va être utilisée pour représenter la hiérarchie des nœuds qui va constituer l'arborescence. Donc tout ça, ce sont des default multiple tree nodes qu'on a dérivés au travers de différentes classes. Chacune de ces classes stocke un jeu de données, à savoir un texte et une icône. La classe userObject ici, bon, j'ai repris le nom qui était proposé à ce niveau-là, mais vous auriez pu l'appeler avec un nom quelconque, d'un nom quelconque, cette classe étant définie ici. Donc du coup, si je reviens sur ma classe correspondante à mon database tree, eh bien effectivement, à un moment donné, je fais un set modèle, mais cette fois-ci, c'est plus un set modèle à nul. Cette fois-ci, c'est un set modèle avec une instance de type default tree model. Donc là, j'ai ma hiérarchie de nœuds, et au travers du tag racine. Ce que je manipule, moi, c'est le tag racine. Alors si je m'arrête là, ce ne serait pas très très joli. Pourquoi? Parce que comme j'ai passé une instance, il va m'afficher le toString de l'instance. Et un toString de cette classe userObject, je ne l'ai pas redéfini. Donc ça va me donner une chaîne de caractères qui ne serait pas très digeste à lire. Donc du coup, si je m'arrête là, si je ne mets pas cette ligne-là, j'aurai un visuel assez médiocre. Et qui plus est, les icônes proposées seraient les icônes par défaut de la classe JTree. Donc ce que j'ai choisi de faire, c'est de changer en gros la vue. Je peux définir ce qu'on appelle un cell renderer. Le cell renderer, c'est lui qui va dire comment visualiser, comment afficher chacune de mes cellules, chacun de mes nœuds si vous préférez. Et donc ici, j'utilise un database cell renderer qui est une classe à moi. Regardez, j'appuie sur CTRL encore une fois, je clique, ça me renvoie un petit peu plus bas dans le fichier, vous voyez, et donc ma classe, elle est ici. Alors l'idée d'un cell renderer, c'est de systématiquement renvoyer un composant swing. C'est ce composant swing qui sera utilisé pour faire le tracé, pour faire le dessin. Il va utiliser la méthode pineComponent qu'on retrouve au niveau du composant qu'on aura calculé, et c'est ça qui va dessiner la partie correspondant au nœud considéré. Maintenant, la question, c'est quel est le nœud que je suis en train de traiter. Le nœud, vous le récupérez ici. Alors il est typé Object, parce que vous auriez pu définir des classes quelconques. Donc du coup, on est typé Object. Bon, ça, c'est le JTree, il n'y a pas de souci. Et puis après, on a quelques informations complémentaires par rapport à l'état du nœud. Est-ce qu'il est en cours de sélection? Est-ce qu'il est expansé ou pas? Bon, et ainsi de suite. Je passe ces paramètres-là, je ne vais pas trop les utiliser. Moi, ce que je vais surtout exploiter, c'est le nœud. Alors pourquoi j'ai besoin du nœud? Parce que ce qu'il faut que je récupère, c'est les données du modèle. Il faut que je représente quelque chose de mon modèle. Donc du coup, je récupère, grâce à mon nœud, un getUserObject. Alors, comme il est typé Object ici, ça c'est dommage, mais du coup, il faut que je le ramène vers un default multiple tree node pour pouvoir avoir accès à cette méthode. Cette méthode, le problème, c'est qu'elle me renvoie elle aussi un objet. Donc je recaste encore une nouvelle fois vers un userObject. Une fois que j'ai mes données, bon on va faire une chose très simple. Nous, la seule chose qu'on va utiliser, c'est un JLabel. Il faut savoir qu'en Swing, un JLabel peut porter un texte, bien entendu, mais il peut aussi porter une icône. Ça va bien, c'est exactement ce dont on a besoin. D'accord? Donc sur ce label, je fais un setIcon avec l'icône que j'ai de stocker au niveau de mon modèle. Bon, ça c'est une URL. Moi, il faut que je crée une instance de type ImageIcon. Donc je recrée mon ImageIcon. Très bien. Et puis, bien entendu, il faudra que je fixe le texte. La méthode du renderer qui s'appelle getTreeCellRendererComponent se doit de retourner le composant graphique en charge de réaliser le tracé pour le nœud en cours. Bon, c'est mon JLabel. Ce qu'il faut comprendre dans cet exemple, c'est quelle que soit la complexité de l'arborescence qui est là, c'est toujours le même objet Java, c'est toujours ce label, cet unique label qui permet de tracer chacune des zones. En gros, on se sert de sa méthode pineComponent et on se positionne à différents endroits pour afficher un premier label, un deuxième label, un troisième label, un quatrième, un cinquième et ainsi de suite. Donc ce label ne sert qu'à dessiner.
Très bien, donc grâce à mon renderer, on a maintenant un visuel un petit peu plus sympathique. Ici, tant qu'on y est, hein, j'ouvre par défaut la ligne 1. Alors comme on est indicé à partir de 0, la ligne 1 c'est celle-ci. Sinon, l'entrée table, là, tables, serait fermée et donc on ne verrait pas les sous-tables. Donc moi je voulais avoir mon arborescence déjà expansée, hein, donc je fais un expand row. Bon, si jamais il y a un moindre souci, alors vous pourriez me dire mais pourquoi il pourrait y avoir des soucis? Tout simplement parce que je suis censé manipuler une base de données. Donc si tout d'un coup je perds la connexion avec la base de données par exemple, ça ne va pas forcément bien se passer. Bon, s'il y a un souci quelconque, on botte en touche, hein. En gros on affiche un message sur la console et puis tant pis, on nettoie l'interface graphique, on n'aura pas réussi à afficher le contenu de cette base de données. Bon, si vous voulez faire mieux, proposer un affichage à l'utilisateur sous forme d'une boîte de dialogue en lui conseillant certaines actions, vous pouvez. Là, c'est vrai que je suis un petit peu laxiste. Parfait. Donc, grâce à tout ce que je viens de vous montrer, normalement, votre composant est capable d'afficher l'arborescence. Maintenant, ce qu'il faudrait, c'est que quand on va cliquer sur un composant, alors en vérité quand on va double-cliquer, ça c'est juste la sélection en cours. Mais si je double-clique, ce qui serait bien, c'est qu'on puisse lancer une action. Bon là mon action correspond à l'ouverture d'un JTable, d'une table qui affiche les données contenues dans la table de la base de données. On verra ça dans le prochain tuto. Ce sujet-là, ça fera le sujet du prochain tuto. Donc je passe pour le moment. Moi ce que je veux, c'est simplement être en mesure de récupérer ici un événement comme quoi il y a bien eu un double clic. Donc comme je vous disais tout à l'heure, je vais réagir à un mouse listener. Maintenant comprenez, un mouse listener c'est un événement de bas niveau. Moi ce que j'aimerais c'est avoir un événement vraiment lié à ma classe de composants graphiques, d'affichage de contenu de base de données, et donc j'aimerais avoir mon propre type de listener. C'est ce que j'ai fait. Regardez, si je descends un petit peu plus bas dans la classe, eh bien ici j'ai défini ma propre interface. Je l'ai appelée Database Selection Listener. Alors il faut savoir, hein, si vous voulez créer vos propres écouteurs, vos propres listeners, il y a tout un pattern à respecter. C'est la recommandation, la convention de codage JavaBean qui impose tout ça. Et donc normalement, un listener doit étendre Event Listener. Bon, histoire de faire les choses dans les règles de l'art, j'étends cette interface. Ça, c'est juste pour marquer mon interface comme étant une interface d'écoute. Ce n'est pas une obligation absolue. Si vous ne le mettiez pas, ce extends, pour autant le programme pourrait marcher exactement comme il marche actuellement. Mais la logique des choses veut qu'on étende Event Listener. Alors, pour rappel, hein, dans une interface d'écoute, on est censé définir des méthodes pour réagir à certains events. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis qu'une seule et unique méthode, c'est un changement de table en termes de sélection. Je demande à afficher le contenu d'une autre table. Donc j'ai créé ma méthode, je l'ai appelée table selection change, et puis du coup, si on respecte encore une fois la convention JavaBean, normalement, toutes les méthodes d'un listener doivent renvoyer un objet de type event, un événement. D'accord ? Donc j'ai créé une classe que j'ai appelée database selection event. Elle est déclarée ici. Et normalement, une classe d'événement Java se doit d'étendre EventObject. À minima. J'aurais pu dériver de AWT. Event. Ça aurait été possible aussi. Ça, c'est la classe de plus haut niveau, si vous voulez. Bon, dans tous les cas, quand je vais créer un event, je lui passerai l'objet qui a émis cet événement, donc à savoir ma classe, mon composant plus précisément de type databaseTree. Mais il faudra aussi que je sache quelle est la table qui a été sélectionnée, celle sur laquelle on a double-cliqué. Je vais la prendre en paramètre de la construction de mon objet d'event. Du coup, je vérifie de bien avoir un nom de table à gérer, sans quoi je déclenche une exception, et puis je mémorise cette table. Bon, c'est très bien, j'ai une interface d'écoute, j'ai une classe d'événement associée à mon interface d'écoute. Maintenant, il faut que de l'extérieur, on puisse enregistrer des écouteurs. Donc sur mon cas databaseTree, c'est un petit peu comme un JButton. Sur un JButton, vous avez un Add Action Listener. On peut enregistrer un écouteur sur le bouton. Là, c'est la même chose. Je peux faire un Add Database Selection Listener
sur mon composant d'affichage de base de données. Bon, il s'avère que cet attribut, notez, il est en bleu, donc c'est un attribut. Il est déclaré en haut de la classe. D'accord ? C'est un vecteur qui contient donc un ensemble d'écouteurs. Très bien. Bon, donc du coup, ici, j'ajoute un nouvel élément dans le tableau. Oh, je préfère, là, je suis en train de voir que un add serait peut-être plus propre. Je passe ça, c'est sur la manière de gérer les collections, je passe. Je rajoute ici un remove database selection listener. Très bien, et notez que là, j'ai une méthode qui me permet de déclencher un event de type table selection event. Donc pour ce faire, je vais créer un objet de ce type-là et je vais invoquer table selection change sur chacun de mes objets. Alors le problème, c'est quand c'est que cette méthode va être déclenchée. Regardez, je reviens au début de ma classe. On avait rajouté un gestionnaire d'événements au niveau de la souris pour détecter des doubles clics. Le problème, c'est qu'on invoquait la méthode quand on clique sur le J-tree. Mais là, le gestionnaire d'événements, il est sur le J-tree intégral. Ça veut dire que même si je clique, même si je clique à ce niveau-là, ça réagit. Même si je suis dans le blanc. Parce que c'est le J-tree qui reçoit le double clic. Donc du coup, ce qu'il faut savoir, c'est est-ce qu'il y a une sélection qui a été engagée sur le J-tree, oui ou non? Est-ce qu'il y a un élément sur lequel je suis? Quand on clique le premier coup, ça sélectionne l'élément. Le deuxième clic demande l'ouverture de la fenêtre. Mais donc, lors du premier clic, de toute façon, j'ai sélectionné un élément. Donc, j'ai bien une sélection en cours. Vous voyez ici, je récupère la sélection. Dans cette sélection, dans l'objet de type selection pass qu'on a ici, ce qu'on retrouve en vérité, c'est le tree node. Vous voyez ici, grâce à mon pass, je récupère donc des objets. Alors, j'ai pu faire une sélection multiple. Donc là, moi, je récupère celui qui m'intéresse, et je vérifie de bien avoir un tree node. Alors de type table tree node. Si ce n'est pas le cas, je ne fais rien. Si c'est le cas, très bien, j'ai donc double-cliqué sur une table, j'en suis sûr, et je connais l'objet qui correspond aux données. Il suffit de les récupérer du nœud. J'avais mon node, maintenant je peux faire un getUserObject, ce qui me renvoie mon userObject. Une fois qu'on a fait ça, bien entendu, je peux créer mon event en lui passant le nom de la table à ouvrir. Et bien entendu, l'émetteur de l'événement, c'est moi-même, c'est mon composant kDatabaseTree. Donc très bien, donc là, on a fini de coder notre classe, d'accord, qui permet donc de définir notre J-tree embarqué dans le scroll pane, je vous le rappelle. Maintenant, on va faire un petit test, juste histoire de vérifier si tout ça, ça marche bien. Alors, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, en vérité, mes composants, je les ai mis dans un projet spécifique qui contient tous mes composants réutilisables. Je vous montre cette façon de faire parce que c'est une très bonne façon de faire. Si vous voulez être, comment pourrais-je dire, optimal dans votre manière de programmer, il faut favoriser la réutilisation de vos classes. D'accord ? Donc là, moi, je pense composant réutilisable. Je fais un composant et je me dis peut-être que j'en aurai besoin dans un autre projet. Et donc, du coup, je fais un jar de composants graphiques additionnels à Swing. D'accord ? Ce projet ne contient aucun main. Je ne peux rien démarrer. Alors, du coup, ce projet, je pourrais faire deux choses. Soit je fais bouton droit, export, et je fais un export. Alors c'est au niveau de Java. Export en tant que jar file et je crée un jar. Première solution. Soit je veux automatiser les choses par scripting, je veux pouvoir le démarrer de manière scriptée. Dans ce cas-là, je peux utiliser l'outil Ant. Ant permet de faire du build. Et donc ici, j'ai un script Ant, d'accord, qui permet, vous voyez, une target qui s'appelle build, donc c'est une cible à exécuter. Par défaut, ce que je fais, c'est le build. Et donc, si le directory lib n'existe pas, je le crée. Et puis surtout, ici, qu'est-ce que je fais ? J'archive tout ce que j'ai dans le répertoire bin. Le répertoire bin, il contient les points classes, mais il faut savoir que tout ce qui n'est pas des Java, tout ce qui n'est pas fichier Java, et que vous auriez mis dans le SRC, est recopié tel quel dans le bin. Ce qui veut dire que mes images se retrouvent dans le bin. J'insiste. Et donc, quand on va archiver avec la tâche jar, quand on va archiver le contenu du dossier bin, ça va embarquer
le code Java, mais aussi mes images. Regardez, j'ai cliqué avec le bouton droit de la souris sur mon script Ant. Je fais Run As et je choisis ici Ant Build. Bah, du coup, mon script de construction s'est exécuté. Il me dit qu'il a réussi en succès à créer mon jar. D'accord, il me l'a mis à cet endroit-là. Donc du coup, il est ici. Et donc, je peux copier ce jar et le mettre dans un autre projet. Bon, il s'avère que là, j'avais déjà fait la manip, mais regardez, je viens ici, je peux copier mon jar. D'accord. Si vous voulez que ce jar puisse être utilisable dans ce projet de test, n'oubliez pas qu'il faut l'ajouter dans le build pass, dans le class pass si vous préférez. Donc là, normalement, vous faites bouton droit propriété, d'accord. Oups là, c'est au niveau du projet. Bouton droit propriété. Et donc, dans le build pass, à ce niveau-là, vous pouvez rajouter une librairie. Si elle n'y était pas, regardez là, je la supprime, vous pouvez sélectionner l'élément et là, vous faites add jar, carrément. Et donc, vous allez chercher un jar à ajouter à votre projet. Donc, c'est très bien, ce projet connaît cette librairie. Il est en mesure de pouvoir l'utiliser. Donc, du coup, je vais pouvoir faire une classe de test. Je vais l'appeler test. Alors, comme toujours, je suis un gros feignant. Là, il y a trop de choses pour moi à taper. Donc, regardez, ce que je fais, c'est que je reviens sur notre site, donc cours.fr. Et si je descends un petit peu plus bas, là, il y a tous les codes que je viens de vous présenter. Mais un petit peu plus bas, voilà, j'ai proposé un petit scénario de test. Alors, ce n'est pas encore mon outil d'exploration de base de données que je vous ai montré tout à l'heure, mais disons qu'on a déjà un petit test un petit peu sympathique. Et donc, ma classe test, c'est une JFrame. Bon, cette JFrame, j'y ai mis un titre, donc on va tester notre composant database tree. Très bien. Je donne une certaine taille, pourquoi pas. Je fixe 2-3 petites choses. Très bien. L'essentiel se passe surtout à ce niveau-là. Le problème, c'est que pour tester ce composant, faut-il que j'ai une connexion à une base de données? C'est ce que je fais ici. C'est-à-dire que là, j'ai préparé 4 chaînes de caractères. Ce sont les 4 chaînes de caractères traditionnelles de JDBC pour pouvoir identifier une base de données. Et donc, ce qu'on va devoir faire, c'est utiliser le driver de MariaDB, parce que j'utilise la base de données MariaDB. Alors, le problème, c'est, attention, cette classe n'est pas fournie par votre Java SE, donc il vous faut le driver JDBC de MariaDB. Vous le téléchargez sur le site de MariaDB. Il s'avère que moi, j'en avais déjà une version ici, je le copie-colle. Et donc, je refais exactement les mêmes manips. C'est-à-dire que dans le répertoire lib, je colle une deuxième dépendance, d'accord? Mon projet a besoin du driver JDBC, et puis bien entendu, ça, je l'ajoute à mon build pass. Vous avez vu, ça c'est une autre façon pour modifier directement mon build pass. Et donc, add to build pass. C'est bien, du coup, les deux librairies sont connues de mon projet. Donc, on va pouvoir instancier le driver. Il me faut l'URL de connexion à la base de données, un login, un mot de passe. Bon, bien entendu, la première des choses à faire, ce serait de changer le mot de passe, et puis tant qu'on y est, se connecter en route, c'est pas une bonne idée. Mais je suis pas trop là pour faire un cours d'administration aux bases de données, je suis plus là sur la partie dev, donc je passe ces besoins-là et je me connecte le plus rapidement possible à ma base. Mais c'est pas une bonne solution, je vous le rappelle. Dans tous les cas, ici, je charge mon driver de base de données. S'il y a le moindre souci, j'afficherai sur la console un message d'erreur. Et puis après, vous voyez, avec un try with resources, je crée une connexion à la base de données. Je crée mon composant tree. Ça veut dire que là, normalement, il a utilisé la connexion pour récupérer les métadonnées et commencer à sortir tous les noms des tables. Il a créé le modèle. Normalement, en sortie de ce constructeur, le modèle de données a été monté en mémoire. Ce qui veut dire que... Ah, non, je dis une bêtise. Autant pour moi. Je me suis trompé de ligne. Ça crée juste mon composant à vide. Là, mon modèle, il est à nul. Autant pour moi. Si je veux modifier mon modèle, voilà, c'est cette ligne-là qui est importante. Je vais faire un tree.setConnection avec ma connexion. Donc à partir de là, cette fois-ci, maintenant, tous les nœuds ont été créés, donc mon tree est complet. Du coup, j'ajoute un gestionnaire d'événements. En gros, c'est moi-même. Là, j'utilise la syntaxe des références sur méthode qui a été introduite à partir de Java 8. Si jamais vous avez la moindre doute sur ces syntaxes-là, le moindre doute sur ces syntaxes, je vous renvoie encore une fois sur notre site et vous retrouverez ici toutes les informations nécessaires quant à la gestion des événements en Java. Et donc, j'ajoute mon tree.
au centre de la fenêtre graphique que j'étais en train de préparer. Normalement, on peut lancer l'affichage de la fenêtre, mais j'ai plus besoin de la connexion. C'est-à-dire que pour le moment, je connais mes tables, donc si je veux fermer la connexion pour la libérer, je peux. Si je veux la maintenir sur du long terme, bien entendu, dans ce cas-là, il ne faut pas que je la mette dans un try with resources. Dans ce cas-là, je vais stocker la connexion sous forme d'attribut au niveau de ma classe de fenêtre, et il sera de ma responsabilité de fermer la connexion dans le cas où je vais fermer, dans le cas où je fermerai cette fenêtre. Dans ce cas-là, si vous cherchez à mettre ça en place, il faudra implémenter un window listener et il faudra réagir au window closed. C'est-à-dire dès lors que la fenêtre aura été fermée, il faudra fermer la connexion à la base. Bon, là, moi, je la ferme de suite. Pourquoi pas. Et donc ici, j'ai mon gestionnaire d'événements qui va me permettre donc de réagir à un double clic sur un composant. Bon, là, je ne fais pas grand-chose pour le moment. Je me contente de faire un affichage du nom de la table. Il est porté par mon objet d'événement. Donc je sais quelle est la table qui a été double-cliquée. Bon, notez ici, on a main. Le main fixe un look and feel, à savoir Nimbus. Et puis surtout, il démarre une instance de ma fenêtre graphique. Regardez, je teste mon application. Et donc, j'ai bien mon composant qui affiche le contenu de ma base. Regardez, si je retaille la fenêtre, mon composant dérivant principalement de JScrollPane, j'ai bien des barres de scrolling qui me sont proposées pour pouvoir naviguer si jamais l'espace disponible était trop petit par rapport au contenu. Bon, et bien voilà qui clôt ce petit tuto. Donc j'espère que les explications ont été claires et que ça vous a plu. Voilà, j'ai essayé de faire un petit effort là pour que ce soit un petit peu sympathique en termes de visuel. Si vous voulez récupérer les codes du composant, première solution, vous pouvez aller sur mon site et recopier tous les blocs de code que j'ai mis à ce niveau-là, mais vous avez aussi la possibilité de télécharger directement le projet des composants à ce niveau-là. Dans ce cas-là, vous aurez le zip avec les sources et le jar. Voilà. Et puis, j'en ai pas fini avec ce swing. De toute façon, j'en aurai jamais fini. Il y a tellement de choses à en dire. Mais donc, le prochain tuto, en tout cas, continuera à explorer ce que je vous propose au niveau de mon database manager. Regardez, je relance. Je ne sais pas si j'ai gardé une instance. Oui, je l'ai toujours. Donc là, je réaffiche mon database explorer. Et donc, quand je double-clique sur un composant, vous avez vu ici, qu'est-ce que je fais? J'affiche le contenu d'une table. Même éventuellement modifier la requête SQL, parce qu'en vérité, quand j'ai sélectionné la table, ce que je fais, c'est que je produis une requête SQL. Et du coup, je peux modifier ma requête SQL pour choisir les records que je veux récupérer. Par exemple, je veux que les articles qui auraient un prix inférieur à 100 €. Bon, vous avez vu, j'ai réévalué ma requête, et donc je n'ai plus qu'un sous-ensemble des articles qui étaient stockés dans ma base de données. Regardez, je peux trier par colonne, et puis bien entendu, les tris, il faut qu'ils soient intelligents. Il ne faut pas que tout soit des chaînes de caractères, sans quoi, ces deux chaînes-là, elles auraient été placées entre le 1 et le 2. D'accord, donc là, il y a un tri numérique, là, il y a un tri alphanumérique. Bon, si on cherche à faire tout ça, à savoir, c'est possible. Et donc là, on a affaire à un composant de type JTable. La JTable, elle va d'ici à ici. Puis après, vous avez vu, j'ai mis un split pane, j'ai mis une petite zone d'édition de texte pour pouvoir permettre de saisir une requête. J'ai rajouté une petite toolbar ici, histoire d'avoir quelques boutons. Bon, on traitera de comment mettre en place ce genre de composant dans le tuto qui suit. Voilà. Bon, je vous remercie de votre attention et puis je vous dis à très vite pour le prochain tuto.